14h17 exactement, mesdames et messieurs. Merci d'écouter Montréal Pluriel en ce magnifique dimanche 26 j'ai failli dire 26 avril, je suis un peu trop pressé. C'est plutôt le 26 mars, le printemps y est officiellement. Les mettre fait Tintin, les pralés. Il fait beau. Le printemps peut faire toutes les grimaces qu'il voudra. Il partira, je le décrète officiellement aujourd'hui. Il fait magnifique, mais je suspecte qu'il fait encore plus beau de l'endroit d'où le premier ou l'ex-premier ministre haïtien Laurent Lamotte nous parlera. Il s'agit, en fait, je me demande si c'est l'Afrique du Sud. On va le confirmer parce que l'ambassadeur actuel d'Haïti en Afrique du Sud est au bout du fil. Jerry Baril, bonjour, bienvenue à Montréal Pluriel. Bonjour et merci encore de m'avoir sur Montréal Pluriel. Comme d'habitude, j'adore participer à votre émission et surtout tes interventions, Neil, quand tu parles de l'hiver qui ne veut pas partir alors que moi je suis dans une température exceptionnelle. Ben merci, merci de quand nous serons hors des ondes, je pourrais te faire des compliments à l'envers. Donc on rappelle aux gens que une des raisons qui fait que Laurent Lamotte est avec nous, c'est grâce à toi, on le souligne. Il est venu t'épauler dans ton initiative et aussi participer de façon très active à l'initiative qui a décollé officiellement vendredi, en fait plus large que ça, mais dont il y avait un grand lancement vendredi dernier, qui est Africa United for Haiti. Je pense, en fait, répète-le-moi parce que je l'ai peut-être à l'envers. Donc, c'est Africa United for Haiti in Solidarity. Est-ce que c'est bien ça, Jerry? Oui, c'est Africa for Haiti in Solidarity. Okay. Et en français, on dit, le titre, c'est Solidarité africaine pour Haïti. Donc, l'idée de cette initiative, c'est une fondation où est-ce que l'Afrique, dans le fond, va se tenir debout et donner la main pour aider son fils, sa fille, l'Haïti, à mieux aller, dans le fond. La semaine dernière, nous en étions parlé, il y avait déjà 4 pays de signés comme signataires de cette initiative-là. Il y avait une dizaine d'autres pays qui étaient en liste pour devenir membre de cette initiative dont tu as le mérite d'avoir été un de ceux qui ont mis cette initiative sur pied. Donc, vendredi, c'était spécial, c'était comme si c'était le jour de naissance de l'initiative, n'est-ce pas? En fait, l'initiative a été lancée au mois de novembre, mais effectivement, vendredi, nous avons eu vraiment, c'était vraiment notre fierté de lancer et formaliser l'initiative avec, bien entendu, la présence de notre ancien Premier ministre, Laurent Lamotte, avec qui nous avons un partenariat maintenant officiellement signé avec sa fondation qui est déjà en train de travailler très fort en Haïti. Et l'idée, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous avons décidé ensemble, au lieu de faire 32 000 choses en même temps, on allait se mettre ensemble. Et comme le PM lui-même, c'est quelqu'un qui croit à cette idéologie, et nous-mêmes, donc on s'est mis ensemble pour faire quelque chose de plus fort. Alors, comme vous le savez, la fondation Luigi Lamotte est en train de construire tout un village en Haïti, et on s'est dit, tant qu'à faire des petits projets, on allait mettre ensemble avec l'ancien Premier ministre pour lancer ce projet, épauler son projet qui est tout un village en entier qu'il est en train de bâtir en Haïti. Excellent. Monsieur l'ambassadeur, à ce moment-ci, si possible, on va prendre l'ex-premier ministre et avoir une belle conversation avec lui autour de sa visite. Alors, je vais vous le passer et merci encore, Neil, de nous avoir. Sans problème. Laurent Lamotte, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes en ligne? On va attendre un peu pour s'assurer qu'il soit en ligne. Donc, on attend que l'ex-premier ministre, M. Laurent Lamotte... Bon, je vais très, très bien pour vous. Ça va, merci. Comment nous sommes au Canada, là? Nous, très bien. Nous, très bien. Si nous café en créole, mais toujours, il y a une partie de l'auditoire qui ne parle exclusivement que français.
Donc, si ça ne vous dérange pas, on peut le faire en français. Si ça vous dérange, on va le faire en créole, dépendamment de vous. Vous êtes plus à l'aise qu'on le fasse en créole ou en français, M. Lamotte? Bon, je suis plus à l'aise en créole, mais on peut le faire en français, il n'y a aucun souci, OK. il n'y a aucun problème. Non, mais si nous baillons de toi en créole, tout nous pas de problème, parce que la caille, c'est la caille. Donc, dans un premier temps, On est créole, c'est la maman. Exactement. Dans un premier temps, laissez-moi vous dire le plaisir qu'on a à Montréal Pluriel de vous avoir en onde. Il y a mon collaborateur, mon collègue, mon ami Greg Excellent qui est là en studio. Donc, il se peut que des questions viennent d'une autre voix que la mienne. Vous saurez que c'est Greg Excellent. Il y a Jean-Numa Goudou du journal Panou In Texto. Qui est aussi en studio. Donc, vous avez vraiment beaucoup de gens qui vous écoutent. Montréal est très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, le voyage en Afrique pour participer à l'initiative et vraiment réunir le tout ensemble. Racontez-nous comment est-ce que c'est arrivé, le joint venture avec... Premièrement, je voudrais remercier tous les membres de la radio, tous les auditeurs et auditrices qui m'écoutent là ce soir, cet après-midi pour vous, ce soir pour moi, parce que je suis en direct de Cape Town en Afrique du Sud. Donc c'est un réel plaisir pour moi et je pense que c'est la première fois d'ailleurs qu'on a une interview avec vous et c'est la première fois aussi que je fais une interview avec Montréal depuis ma démission comme Premier ministre. Donc c'est un grand événement pour moi. Et je suis très heureux de pouvoir justement intervenir pour parler avec vous, pour discuter, et aussi pour parler de la Fondation Dr Louis G. Lamotte et aussi de l'initiative Afrique pour Haïti en solidarité. Donc le déplacement dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord visant à solidifier les liens d'Haïti et de l'Afrique. Vous savez que nous sommes tous originaires de l'Afrique. C'est le continent mère, c'est ce continent qui a pratiquement sur lequel nous devons tous être fiers. Nous devons tous nous approprier de l'africanité de chaque Haïtien. Et aussi, on doit être conscient du fait que nos racines sont en Afrique. Donc, ceci dit, c'était excessivement important pour moi de faire le déplacement, de venir et pour apprécier le travail qui est en train d'être fait par l'initiative Afrique pour Haïti en solidarité. C'est une initiative qui vise à rapprocher des investisseurs africains, ceux qui veulent aider en toute générosité, ceux qui veulent investir, ceux qui veulent faire les choses marcher, ceux qui veulent rapprocher Haïti, l'Afrique d'Haïti, l'Afrique du Sud d'Haïti, eh bien, ils trouveront une plateforme et une passerelle pour le faire à travers cette initiative. La fondation Dr Louis Lamotte, qui a été fondée, qui était mon père, qui a décidé en 1999, cette fondation fonctionne déjà depuis près de 14 mois. Et en 14 mois, on s'est concentré sur, si vous voulez, le développement de l'entrepreneuriat agricole et sur la refonte d'un village rural dans la 3e section de Sosaï, qui est un petit village, un petit bourg si vous voulez, pour montrer que les paysans sont des Haïtiens à part entière. Les paysans, quel que soit dans le lieu où ils sont, on ne peut pas les donner ni les oublier. Donc, on a voulu les mettre en relief et on a voulu justement investir dans ce petit village qui s'appelle Nampagnol. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que Nampagnol, c'est en République dominicaine, c'est pas vrai. Nampagnol, c'est en Haïti. C'est en Haïti. Donc, il y a des routes, enfin, il y a une route d'accès, une piste agricole d'accès qui a été construite de 2,6 km. Il y a une école qui est en construction, des programmes d'alphabétisation pour que Nampagnol soit le premier village en Haïti à avoir éradiqué
le fait que les habitants ne sachent ni lire ni écrire, donc l'analphabétisme, nous voulons éradiquer, nous voulons être libres d'analphabétisme. Donc, cette initiative vise aussi à renforcer cet entrepreneuriat agricole en connectant certains grands restaurants de la place à Pétionville, à Port-au-Prince, à qu'ils achètent directement leurs fruits et légumes des associations paysannes de la zone de Nampanyol et de la 3e section de Sosaï. Donc, ceci pour leur donner accès au marché et pour qu'ils aient des revenus, des recettes en main pour vaquer, pour envoyer leurs enfants à l'école et pour vivre une vie digne et en toute fierté. Donc Et ceci en travaillant dur et en travaillant la terre. Donc, si je comprends bien Monsieur Lamotte, dans le fond, c'est un projet qui permettra aux gens de gagner en dignité leur vie, d'envoyer leurs enfants à l'école, de se doter d'un emploi à l'intérieur d'un projet très, très digne. Donc, pour un village qui va servir éventuellement de modèle pour d'autres villages, je présume. Est-ce que c'est la finalité? Tout à fait. Tout à fait. Enfin, le modèle, c'est le modèle suivi, si vous voulez, on a appris ce modèle en Inde. Et ce modèle, c'est de faire un village intelligent. Donc, le village intelligent, c'est un village qui se fait à partir, bien entendu, où l'énergie se fait à partir des énergies renouvelables, donc l'énergie solaire ou l'éolienne. Donc là, maintenant, on va passer à la phase d'énergie solaire. On va commencer avec le solaire, où nous allons installer de l'énergie solaire chez chaque habitant du village. Et nous allons mettre de l'eau potable à partir de pompes solaires. Et ça, ce sera dans la deuxième phase, si vous voulez, du projet. La première phase étant renforcer l'entrepreneuriat agricole, donner des outils agricoles pour leur permettre de travailler sur la santé des habitants de la zone. Donc, si vous voulez, c'est un projet global et très ambitieux, mais si vous voulez, on le fait avec les moyens du bord. Donc, la Fondation travaille. On a un multi-partenariat. D'ailleurs, on vient de signer avec Africa for Haiti une solidarité. Et on a 12 autres partenaires avec lesquels nous travaillons qui aident dans ce domaine. Et nous avons voulu aussi étendre les activités de la Fondation au village à Anse-du-Clair, qui est un petit village de pêcheurs à environ 30 minutes de Jérémie, qui avait été dévasté pendant le cyclone Mathieu. Donc, nous avons commencé les activités là-bas aussi pour renforcer et aider les pêcheurs de Anse-du-Clair et où nous allons reconstruire le village. Nous allons reconstruire les maisons. Il y a environ 48 maisons à reconstruire. Il y a environ 300 habitants dans ce village Anse-du-Clair. Il y a une école qui avait été détruite, le centre de santé avait été détruit. Et il y a une petite place, un parc de jeux pour les enfants qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Qu'on va justement, on travaille pour y mettre un parc de jeux pour les enfants. Donc tout ceci, ce sont les activités de la Fondation Louis G. Lamotte. Nous avons vraiment un support, une solidarité avec tous. Et je voudrais annoncer que dans le cadre justement du support de la solidarité, on sera à Montréal le 20 mai pour une soirée de collecte de fonds pour ces projets de Anse-du-Clair et du village de Nampanyol pour justement travailler et que Montréal contribue à l'évolution de ces deux villages intelligents qui seront très certainement des villages forts et modèles pour Haïti. Donc, c'est une excellente nouvelle que de savoir que vous allez venir nous visiter. On se fera plaisir d'être là pour conclure avec le bout de la Fondation. Parce que vous savez, comme par hasard, on a l'opportunité d'avoir l'ex-premier ministre d'Haïti, d'avoir un homme d'affaires aguerri. Donc, on a un paquet d'autres questions à lui poser. Mais on veut bien conclure cette partie-là, M. Lamotte, en vous demandant quel est l'objectif en termes d'argent que vous comptez ramasser avec les différents partenaires et quelle est la potentialité
en termes de personnes que vous voulez affecter dans les 3 prochaines années, en termes de villages, de nombre de villages ou de nombre de populations, en termes d'objectifs. Donc, vous recherchez la réponse, idéale serait toujours plusieurs centaines de millions de dollars et plusieurs millions de personnes. Mais dans la réalité, quels sont les objectifs que vous êtes fixés avec ce que vous faites actuellement? Les objectifs, enfin, l'objectif, c'est premièrement de venir en aide à une population qui était complètement déboussolée, qui était complètement en déroute et qui vit dans la misère extrême, dans la misère noire et les zones rurales. Et l'objectif, c'est de montrer que chacun peut aider, chacun peut contribuer, chacun peut aider son pays à se développer et chacun peut aider, si vous voulez, un groupe, un petit groupe ou un grand groupe de gens qui sont en difficulté. Donc, avec la solidarité interhaïtienne, avec la solidarité diaspora Haïti, on peut montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire appel tout le temps à l'étranger. On peut, à notre niveau, faire quelque chose, faire un geste, aider. Donc, et pour ça, il faut avoir l'exemple et il faut aimer son pays et il faut faire les choses d'une autre manière. Donc, moi, l'objectif, c'est de faire du bien, c'est de continuer à faire ce que je peux dans la capacité à laquelle je peux le faire avec un groupe de partenaires pour aider des Haïtiens, des frères et sœurs qui vivent dans des conditions infrahumaines et qui méritent d'avoir l'attention, d'avoir l'opportunité de sortir leurs enfants de cette misère extrême qui affecte notre pays depuis trop longtemps. Donc, à mon nom personnel, au nom de l'émission, au nom de tous le journal Intexto qui est ici, de Greg Excellent, vraiment tous les gens ici, on vous félicite de l'initiative, surtout de la prise en charge que moi j'appelle le par et pour, cette prise en charge et ce modèle que de dire qu'on va aider de façon spécifique pour pouvoir mesurer les résultats et ensuite appliquer à d'autres secteurs les résultats qu'on a eus qui étaient positifs dans un secteur donné. Bravo, on vous en félicite et on vous dit, on vous attend à Montréal et on va travailler pour vous essayer le plus que possible à Montréal Pluriel de vous donner un coup de main et de vous supporter dans l'initiative. On trouve que c'est une très belle initiative. Mais je vous remercie et c'est vrai, ça me va droit au cœur. Parce que c'est important d'avoir le support et la solidarité de tous. C'est pas une initiative facile, c'est pas quelque chose qui se fait, qui se fait du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de planification. Et les zones que nous ciblons sont des zones rurales retirées. Donc l'accès, par exemple, pour vous donner un exemple, l'accès à Anse-du-Clair, pour arriver à Anse-du-Clair, il faut une heure d'avion, il faut 30 minutes de voiture et il faut environ 15 minutes de marche pour arriver à ce village. Et ça, c'est quand il ne pleut pas. Quand il pleut, c'est presque impossible d'y arriver parce que la route est pratiquement impraticable. Donc, il faut arriver par bateau. Ok, donc, c'est pour vous donner un exemple. Pour l'accès à Nampagneul, avant. On va vous demander de bouger juste un peu. On saisit un peu moins. Donc, bougez juste un peu. Vous disiez que l'accès à Nampagneul, c'est très compliqué. Donc, l'accès, Nampagneul se trouve, si vous voulez, dans la zone de Fioti. Donc, en arrivant à Fioti, il y a un an, il fallait pencher sur, si vous voulez, un petit sentier à travers des montagnes et des vallées pour arriver, après 2h45 de marche, pour arriver à ce village. Wow. Aujourd'hui, nous avons pu faire une percée, une piste agricole qui permet aux motocyclettes, aux véhicules d'arriver jusqu'à l'école de classique de Pagnon. En exactement 12 minutes.
Wow. Donc, ceci dit, maintenant, les femmes enceintes ont un accès rapide au centre de santé parce que les motocyclettes. Nous allons électrifier tout ce qu'il arrive pour pouvoir avoir un accès nocturne à travers un don, justement, de solidarité de fondation dans l'énergie renouvelable. Donc, le centre de santé, pour vous donner un exemple, chaque semaine, la coopération cubaine et aussi avec des médecins haïtiens, il y a des brigades médicales qui se rendent au village pour faire des consultations. Ils consultent environ 250 personnes tous les samedis. Et ces gens sont ceux qui sont diagnostiqués avec une autre. Là, maintenant, vous voyez, à l'hôpital où fonctionne la coopération cubaine pour soins et d'urgence, pour soins spécifiques. Donc, ça, c'est dans le domaine de la santé. Donc, si vous voulez, il y a énormément d'actions. Mais c'est très bien. Bon, là, maintenant, voilà. C'est vraiment très bien. Pour nos auditeurs, on vous rappelle que vous écoutez Radio Centre-Ville, l'émission Montréal Pluriel. On a directement en ligne d'Afrique du Sud. En fait, je suis même pas sûr qu'il soit totalement revenu en Afrique du Sud. Il est en Afrique, ça c'est sûr et certain. L'ex-premier ministre haïtien Laurent Lamotte, qui nous parle de son association avec Haiti, avec Africa United for Haiti in Solidarity, ainsi que la fondation qui porte le nom de son père, qui travaille à aider le village de Nampayol et Anse-du-Clair à Jérémie pour sortir ces gens-là de l'isolement et de la misère. Et c'est un modèle où est-ce qu'il compte répliquer le modèle et aller de l'avant avec. Une question pour nos auditeurs, dans le fond, c'est une clarification. On vous connaît comme l'ex-premier ministre, ça c'est très connu. Mais il y a derrière, et maintenant aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus premier ministre, un homme qui est un homme d'affaires qui a connu de grands succès et qui est très aguerri. Parlez-nous un peu de l'homme d'affaires. Qui est Laurent Lamotte comme homme d'affaires? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, si vous voulez, vraiment, avant d'être premier ministre, j'avais, en 1998, ouvert une société internationale de technologie, principalement dans le domaine de la télécommunication, où la société évoluait dans 41 pays entre l'Afrique et les Caraïbes. Donc, de 1998, si vous voulez, à 2010, je passais mon temps à justement faire grandir cette société qui était devenue pratiquement une petite multinationale dans 41 pays à travers le monde. Donc, c'est une société qui a quand même 8 bureaux à travers le monde. Nous avions 250 employés à travers le monde. Si vous voulez, en 2010, en 2009-2010, Michel Martelly m'a demandé, quand il voulait aller comme président, il m'a demandé de quitter. Donc, j'ai dû, si vous voulez, renoncer à mes actions dans la société, à vendre mes actions, pour aller aider mon pays à travers l'aide donnée à Michel Martelly. Donc, de 2010 à 2014, je me suis dédié à aider mon pays à travers différentes fonctions publiques, comme ministre des Affaires étrangères, ministère du Plan, et Premier ministre. Ensuite, après avoir démissionné, donc depuis 2 ans, donc j'ai ouvert, si vous voulez, une autre firme qui est pratiquement comme, si vous voulez, un centre de recherche et de réflexion sur les différentes méthodes de développement à travers le monde. Et principalement le développement à travers la technologie. C'est si vous voulez, l'impact de la technologie sur le développement dans les pays émergents. Et c'est de bénéficier de la globalisation des volumes de transactions entre pays pour avoir une nouvelle source de revenus permanente pour financer les programmes de développement durable. Donc, si vous voulez, là, nous donnons des conférences dans plusieurs pays à travers dans plusieurs universités. Donc, j'ai été à Harvard, j'ai été à MIT, j'ai été à la Sorbonne à Paris,
J'ai été dans plusieurs pays. J'ai été en Mexicaine, au Chili, à Miami, justement dans le cadre de discussions vers des nouvelles méthodes innovantes, du financement innovant pour le développement. Donc ça, c'est ce que je fais jusqu'à présent. Et l'année dernière, nous avons lancé la fondation La Motte qui travaille sur les 2 projets. Voilà à quoi je dis mon temps. Maintenant, de ces 2 initiatives qui sont nobles et qui permettent de mettre, si vous voulez, ce que j'ai appris pendant mes années comme Premier ministre au service, si vous voulez, de la communauté globale mondiale des pays émergents, des pays qui ont besoin d'expertise, et pour savoir qu'est-ce qui a été fait pendant le temps que nous étions là, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous pouvons contribuer, qu'est-ce qui peut être contribué au reste du monde des pays émergents. Donc dans ce sens, je rencontre plusieurs chefs d'État, par exemple, j'ai rencontré le président ghanéen il y a 2 semaines, le président de l'Afrique du Sud, le président du Togo, le président de la Gambie, le président du Sénégal, le président de la Côte d'Ivoire, le premier ministre le premier ministre de Saint-Vincent et des Grenadines. Et voilà. Donc cette expérience, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce qui s'est fait en Haïti, comment est-ce qu'on a pu réussir en très peu de temps à quand même bouger 1,6 million de personnes qui vivent sur les tentes, à aujourd'hui n'avoir que 65 000 qui restent depuis que j'ai laissé à quoi chez Chiffre. Mais si vous voulez, on parle de financement innovant pour le développement qui permettent aux pays émergents d'avoir de nouvelles sources de financement, de nouvelles ressources à travers les packs technologiques que nous vivons tous de tous les jours, à travers les smartphones, à travers la technologie broadband qui entre, si vous voulez, de nouvelles opportunités dans l'économie numérique. Donc, c'est comment utiliser cette économie numérique pour le développement de ces pays émergents. Donc voilà, en gros, si vous voulez, à quoi je passe. Je dis depuis ma démission comme Premier ministre. Monsieur Lamotte, Monsieur Grégory Excellent qui vous pose la question. De votre expérience, vous parlez d'entrepreneuriat agricole. Qu'est-ce qui pourrait être fait, selon l'expérience que vous avez, pour justement développer ce secteur-là en Haïti? On voit beaucoup de gens, par exemple, du Canada qui envoient des containers en Haïti. Les containers rentrent pleins et ils reviennent vides. Comment on pourrait justement stimuler l'entrepreneuriat agricole en Haïti? Bon, c'est-à-dire que nous avons en Haïti, il y a différentes facettes du problème. Cependant, le plus important, c'est de commencer là où on peut commencer. Et c'est avec, par exemple, c'est cibler un secteur. Par exemple, on pourrait choisir Haïti exporte des mangues, Haïti exporte, par exemple, de la banane aujourd'hui, comme vous le savez. Nous avons un riz, enfin le riz produit dans la vallée de l'Antipolis est un riz de première qualité. Donc, ce serait cibler ces secteurs. Et maintenant, c'est de mettre des terres, disponibles et d'encadrer, si vous voulez, les paysans avec des engrais, avec un financement et aussi, le plus important, c'est d'avoir une assurance récolte. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a aucun financement aujourd'hui. Quand vous voyez le portefeuille de financement des banques, parce que l'État n'a pas une banque, n'a pas un crédit agricole, donc ce sont les banques privées qui doivent, à travers les microcrédits, financer nos entreprises, l'entrepreneuriat agricole. Et ce qui se passe, c'est qu'en manque si vous voulez, d'assurance récolte de ces banques, maintenant le paysan aucune garantie que s'il plante qu'il y a un cyclone, il y a une inondation et tout qui perd tout ce qu'il a investi. Donc, passer avec une politique d'avoir une assurance récolte et aussi, maintenant, aller vers la mécanisation de l'agriculture, mais de le faire en coopérative pour que les pays, les associations paysannes aient accès, n'est-ce pas, aux équipements
de mécanisation agricole, aux tracteurs, aux pelles électriques, et ce qui permettra à nos paysans d'avoir, si vous voulez, l'équipement. Maintenant, il y a un problème d'irrigation, parce que il faut travailler sur l'irrigation. Donc maintenant, il faut l'installation du pompe solaire. Donc, il y a tout un investissement et il y a toute une attention qui doit se mettre sur ce secteur. Cependant, on peut commencer de manière micro, se concentrer sur des produits spécifiques et maintenant chercher un acheteur fixe dans le domaine organique, par exemple. Si on va aux États-Unis, au Canada, je suis sûr que vous en avez, c'est avoir des supermarchés qui revendent des produits organiques et maintenant revendent, qu'Haïti revendent à ce supermarché. Donc c'est, si vous voulez, ce que nous avons fait avec notre Pognol, on a un beaucoup plus petit, à plus petite échelle, c'est de prendre par exemple les paysans qui produisent des pommes de terre, des carottes, des poivrons et s'assurer de la politique phytosanitaire de ces produits, c'est s'assurer de l'acheteur. L'acheteur maintenant finance. L'acheteur finance produit. Donc maintenant avec ça, ceci permet de petit à petit de développer ce secteur. Mais il faut identifier l'acheteur. Donc c'est toute une politique qui doit se faire dans ce sens et d'avoir aussi maintenant la possibilité de retracer l'origine, ce qu'on appelle la traçabilité des produits agricoles, ce que demande l'acheteur. Donc tout ça, c'est mettre tout ça dans une capsule et c'est d'aller petit à petit vers le développement agricole et aussi en encadrant nos paysans avec la formation, avec des équipements, avec le financement, avec l'irrigation pour arriver et à mettre des terres à leur disposition pour arriver à un développement durable de ce secteur. C'est un secteur porteur et qui crée 66% des emplois de notre pays aujourd'hui. Est-ce que vous allez considérer dans des recommandations, je sais que vous ne faites plus de politique active parce que vous savez qu'éventuellement à la fin de cette entrevue, on va vous poser la fameuse question, est-ce que vous allez considérer peut-être vous représenter en politique en Haïti? Mais je vous la pose pas tout de suite. Donc, est-ce que vous, dans les recommandations que vous feriez au gouvernement actuel, parce que vous voulez aider le pays, c'est clair, que vous considériez qu'on doit absolument faire un développement, comme vous y faites référence au niveau de l'agriculture, mais en s'assurant que qu'on respecte tout le côté bio et non modifié au niveau génétique de tout produit agricole qui sortirait de la terre en Haïti. Est-ce que ça serait important ou on essaierait un développement sans ça? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Non, ça, moi je pense que premièrement, ça nous donne un avantage comparatif parce que tout ce qu'on mange en Haïti est bio. Mm-hmm. Et d'ailleurs, vous voyez la différence, c'est-à-dire que quand vous allez en Haïti et vous, par exemple, vous achetez directement du marché, vous achetez directement les produits des paysans, le produit est toujours frais, le produit est bio, donc si vous voulez, il n'y a aucune modification. Donc ceci nous donne à Haïti un avantage comparatif. Maintenant, c'est travailler sur l'économie d'échelle, c'est travailler sur la production, c'est travailler sur tout ce qu'il y a comme intrant, comme ce que je disais tout à l'heure, pour permettre une production soutenue sur le temps. Donc, il y a un marché international qui est développé, ce qui nous donne une opportunité de nous mettre, si vous voulez, de pouvoir donner du travail à nos paysans, de pouvoir mettre notre niveau, si vous voulez. Mais il faut prendre de bonnes décisions au niveau, non seulement de l'État haïtien, mais il faut aussi un entrepreneuriat agricole à plus grande échelle. Il faut donner des incentives il faut aider, si vous voulez, même nos banques commerciales au niveau du gouvernement pour qu'ils fassent, pour qu'ils aillent dans ce sens. Donc, et il faut espérer qu'on n'ait ni cyclone, ni tempête pendant un bout de temps. Parce que chaque fois qu'il y a un cyclone, éventuellement, oui.
c'est-à-dire qu'on doit recommencer à zéro. À zéro. Donc, allô? Oui, donc non, on comprend très bien que c'est vraiment une catastrophe. À chaque fois qu'il arrive une tempête ou une cyclone qui enlève vraiment tout. Donc, minimalement, si on a la chance de recommencer et de s'assurer que l'irrigation est faite correctement, que les infrastructures soient là pour mieux supporter le développement des terres arables. Donc, si on a peut-être une période de grâce de 10 ans, ça permettrait vraiment peut-être de développer cette industrie-là. Donc, c'est sûr que je vois que vous avez les mains dedans. Puis on est content qu'il y ait des gens qui continuent à vouloir s'intéresser au pays quand ils auraient des moyens de faire autre chose. Quand il y aurait des moyens de dire, ben nous on quitte, on va à l'extérieur, on vit la belle vie et on ne se préoccupe pas de ce qui se passe en Haïti. Donc je suis content d'entendre et je ne suis pas partisan outre mesure, je suis content de voir et d'entendre des gens comme vous qui continuent à croire à la possibilité que le pays devienne mieux et qui veulent faire des choses et développer des initiatives en ce sens. En lien avec justement cette affirmation que je viens de faire, Monsieur Lamotte, on a vu, selon moi, ça c'est mon interprétation et je veux pas vous mettre des mots dans la bouche et surtout vous mettre dans une mauvaise position. On a vu, selon moi, une farce qui s'est déroulée au niveau de la nomination de l'ensemble des nouveaux ministres et tout ça. Des heures et des heures de débat autour de choses qu'on ne comprend pas, les gens qui sont plus ou moins normaux. On a beaucoup de difficultés à décrire ce qui s'est passé, ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui parlent de partage, de ci, de ça. Donc, sans vouloir vous mettre dans une position difficile, vous pensez quoi et vous souhaiteriez quoi au niveau pour le bien-être du pays par rapport à ce qui se passe présentement? Bon, écoutez, je pense qu'on a tous constaté de ce qui s'est passé, mais c'est le système dans lequel nous opérons. C'est le système, si vous voulez, dans lequel nous opérons déjà depuis plus de 30 ans. Donc, ce système a besoin d'être réformé. Donc, nous avons une réforme non seulement constitutionnelle, mais des réformes politiques pour avoir une stabilité politique qui permettront aux hommes et aux femmes. On va vous demander encore une fois de bouger juste un peu pour voir si la communication va mieux passer. Donc, essayez encore une fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là ou est-ce qu'on vous a perdu? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La communication est difficile. Donc, c'est sûr que si dans les quelques secondes, s'il rappelle, on va le reprendre, bien entendu. On a la chance d'avoir avec nous Jean-Numa Goudou de journal Panou, Intexto, qui est là. J'allais poser à la suite de ça une autre question dans le fond qui était est-ce que l'ex-premier ministre compte revenir en politique, est-ce qu'aussi non plus à titre de premier ministre mais à la présidence du pays. J'allais poser une autre question autour de la réforme dont il parle. Voilà, je pense qu'on va le revoir. Donc oui, c'est tout à fait ça. Donc est-ce que vous êtes de retour? Voilà. Oui, je présume que vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Oui, parfait. Vous êtes de retour. On est content de vous avoir. Donc, ça, c'est les affres du direct. Donc, je disais que j'allais vous poser la question, à savoir, oui, j'ai compris que vous vouliez éventuellement qu'on parle de réformer la Constitution, de réformer les institutions pour pouvoir changer de modus operandi qui perdure depuis 30 ans, qui n'aide pas le pays. Une des questions que j'allais vraiment poser, dans le fond, c'est en fait, j'ai oublié, Greg, la question que j'ai commencé à débattre avec vous. C'est de revenir en politique. En fait, oui, la question à savoir, est-ce que vous comptez, c'est une question que vous pouvez ne pas répondre, bien entendu, mais que j'ai pas le choix de vous poser. Les auditeurs ainsi que tous les gens en studio m'en voudraient de ne pas vous la poser. Est-ce que vous comptez éventuellement vous présenter ou représenter, non plus à titre de Premier ministre, parce que les gens ne se présentent pas comme Premier ministre, ils se présentent à la présidence. Est-ce que vous comptez éventuellement, ou considériez éventuellement vous présenter à la présidence du pays?
Pour vous dire franchement, Neil, j'ai laissé le gouvernement il y a 2 ans. J'ai 2 activités sur lesquelles je travaille. J'aime Haïti, j'aime mon pays. Je continue en tant que privé de faire ce que je peux. Tout ce que je peux pour continuer à aider. Je veux que les choses aillent mieux. Il y a un gouvernement qui est monté il y a seulement 1 mois et demi. Je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir souhaiter que ce gouvernement réussisse. Mais si vous me demandez est-ce que moi je compte aller me présenter comme à la présidence aujourd'hui, c'est là, enfin, c'est pas quelque chose qui me passe du tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, que ce gouvernement réussisse pour le bonheur de tous les Haïtiens qui vivent en Haïti et ceux qui vivent dans la diaspora. Donc, l'important, c'est de souhaiter le meilleur à M. Jovenel Moïse pour qu'il réussisse, et à toute son équipe et au Premier ministre pour qu'ils aient l'espace pour réussir. Si au début d'une administration, il y a des gens qui postulent dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, l'année prochaine, dans 2 ans? Donc voilà. Au niveau de l'investissement de la diaspora en Haïti, est-ce que vous recommandez à la diaspora d'affaires, justement, de réinvestir en Haïti? Bon, écoutez, je pense que, premièrement, la diaspora, qu'elle se trouve au Canada, aux États-Unis, en France, la diaspora, c'est un terme, c'est juste un terme. Parce que ce qui est dans votre sang, le sang qui coule dans vos veines aujourd'hui, vous-même, Neil, les sentiments que vous avez, ce sont des sentiments qui sont purement et simplement des sentiments d'amour d'Haïti. Donc, ceci dit, pour moi, si vous aidez votre pays, il faut toujours rester connecté au pays comme vous le faites et comme vous aidez à le faire à travers la radio, à travers des émissions comme celle-ci. Yes. Donc, si je vous dirais de ne pas aller investir, de ne pas aller essayer de créer des emplois, de ne pas essayer si vous voulez, continuer à aider, mais là j'aurais failli, si vous voulez, à ma mission. Mm-hmm. Ma mission, c'est de dire quoi? C'est que si maintenant il faut que le gouvernement continue à créer des opportunités, il faut créer, si vous voulez, un climat propice pour que les Haïtiens qui vivent au Canada puissent trouver des opportunités à travers un CFI solide, à travers, si vous voulez, les informations en ligne qui vous permettent d'investir, à travers un code d'investissement qui vous permet. Mais aujourd'hui, la situation est bien meilleure qu'elle n'était après le tremblement de terre, Neil. Parce que après le tremblement de terre, on disait d'aller investir, mais il n'y avait pas un hôtel, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de police vraiment professionnelle, il y avait un climat d'insécurité extrême. Non, tout à fait. On peut reconnaître facilement que la situation n'est pas la même. J'avais une question que j'avais presque oubliée. En fait, elle m'est revenue. Pour moi, c'est une question fondamentale. Que chaque fois que j'aurai l'opportunité de la poser à quelqu'un qui a été en autorité et qui avait la capacité d'exercer le pouvoir, soit au passé et surtout au présent, je vais toujours le faire. La question de la sécurité en Haïti, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment est-ce qu'on ne peut pas s'assurer qu'avant d'avoir de l'électricité, qu'avant d'avoir accès à des routes, qu'avant d'avoir accès à de l'eau potable, qu'avant d'avoir accès à des soins de santé, à des emplois, à une économie florissante, que la sécurité des biens et surtout des personnes et le respect de la valeur d'une vie humaine qu'on a quelquefois tendance à ne moins... Il y a des situations qui font qu'on pourrait penser que la valeur humaine, des fois, manque d'avoir son égal en Haïti. Comment se fait-il et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment se fait-il qu'on a cette impression que la sécurité n'est pas une priorité au-dessus de tout ce que je viens d'énumérer, ce qui permettrait de rétablir en premier lieu l'autorité de l'État? Donc, la sécurité, comment se fait-il qu'on ne peut pas prendre les moyens quand on a vu, par exemple, aux dernières élections,
que en 72 heures, pendant une période de 72 heures, quand l'État avait décidé que plume ne bouge en Haïti, que personne ne porte des armes, que effectivement personne n'a porté des armes, et les quelques-uns qui ont porté des armes ont été arrêtés, et qu'il y avait la paix et la sérénité en Haïti. Donc la question que je vous lance avec ce long préambule, comment se fait-il qu'on ne peut pas atteindre un niveau de sécurité normal en Haïti pour qu'on puisse au moins penser à un développement correct? Bon, premièrement, c'est la volonté politique. Deuxièmement, c'est investir dans les forces de sécurité. Pour vous donner un exemple, le premier jour où j'ai occupé la fonction du Premier ministre, j'ai trouvé une police à environ 8 000 policiers pour plus de 11 millions d'Haïtiens. Donc, on peut voir très rapidement qu'avec un chiffre pareil, c'est impossible de donner la sécurité. Deuxièmement, la police nationale d'Haïti, pour vous donner un petit exemple pour vous aider à comprendre, la police de Pétionville, une commune quand même où il y a des millions de dollars d'investissement, il y a 400 000 habitants, il y avait 40 policiers dans cette police. De ces 40 policiers, il y avait une vingtaine de policiers administratifs. Il y avait seulement 2 pick-up qui marchaient, dont un était au service administratif. Voilà. S'il n'y a pas d'investissement dans la police, il n'y aura pas de sécurité. Donc, voilà pourquoi Haïti était classé parmi les derniers pays dans la Caraïbe en termes de sécurité, parce qu'il n'y avait aucun investissement. Si vous voulez, il n'y avait aucune volonté politique de renforcer notre police et de renforcer nos corps de sécurité. Pourquoi, par exemple, dans un pays comme la République dominicaine, il y a plus de 40 000 soldats, 40 000 policiers, 35 000 soldats, alors que nous autres, on a aujourd'hui environ 13 000 policiers. Mm-hmm. Donc il faut, si on a la volonté politique, on mettra les moyens nécessaires, l'investissement nécessaire, et on équipera la police, parce que, par exemple, notre arrivée, il y avait rien. Ça veut dire que pour une police, comme la police de Pétionville, a 2 pick-up, imaginez-vous, la police de Delma en avait un pick-up qui fonctionnait. Donc, comment donner la... Et puis, il n'y avait aucun équipement. Donc, ça veut dire que si on est sérieux, si on veut dire la sécurité, on est sérieux, là, vous êtes à Montréal, est-ce qu'on peut demander à, par exemple, tout un commissariat de police d'avoir un véhicule pour toute une commune? C'est pas normal. Sérieux. Non, tout à fait. Donc, tout à fait. Il faut continuer à investir dans la formation de nos policiers, à motiver nos policiers, à avoir une gendarmerie, par exemple, un autre corps plus spécialisé, et à accroître le nombre de policiers donnant la sécurité. Mais c'est pas impossible. Vous l'avez vu, avec très peu de moyens, on a réussi très rapidement à rétablir la confiance. Parce que en 2 ans et demi, pendant qu'on était là, on est passé de la 15e place dans la Caraïbe à la deuxième en termes de réduction de crimes violents. Donc tout ça pour vous dire, il y avait un niveau de traite kidnapping, si vous voulez par mois, et cette kidnapping, aujourd'hui, on n'entend plus parler de kidnapping. Exactement. Il y a eu une volonté politique de notre part d'éliminer ce phénomène alors que tout le monde pensait que c'était impossible. Mais non, on a envoyé nos policiers. Premièrement, il faut que je vous dise, la cellule anti-kidnapping, le premier jour, on est arrivé comme Premier ministre, il y avait 8 policiers. Donc si on veut, ça veut dire que, et puis les gens disent que nous allons lutter contre le kidnapping et tout, avec 8 policiers, vraiment. Donc on comprend très bien. Il y a Jean Numagoudou du journal Intexto, journal Panou, qui voudrait vous poser une question. Ensuite, on va conclure parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on vous a regardé. Merci beaucoup. Effectivement. Bonjour, Monsieur Lamotte. C'est Jean Numagoudou au micro. Je sais que vous avez donné une réponse à cette question de Neil tantôt, à savoir est-ce que vous comptez vous présenter à la présidence. J'ai compris et j'ai bien compris votre réponse et on est tous d'accord qu'il est un peu tôt de parler de ça. Mais est-ce que vous, parce que vous vous êtes présenté déjà, vous aviez l'intention de vous présenter récemment, et puis le conseil électoral d'alors n'avait pas autorisé ça. Et est-ce que d'ici 4 ans, lorsqu'il sera question d'élection, vous comptez vous présenter à la présidence? Je retourne la question.
Non, mais je peux savoir déjà répondre à cette question. Je sais, je vous l'ai bien dit. Je vous ai dit que vous avez répondu, mais je vais plus loin. Vous avez dit qu'il était encore tôt. Mais là, je place la question d'ici 4 ans. Donc, c'est l'hypothétique. Oui. D'ici 4 ans, écoute, avec la situation en Haïti comme elle est aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se faire demain matin. Exactement. Je vous dire dans 4 ans. Non, mais on savait que la réponse... Chose que j'ai en tête, la dernière chose que j'ai en tête, c'est de créer, si vous voulez, une distraction où Tout à fait. je veux faire partie toujours de la solution et jamais du problème. Donc là, aujourd'hui, j'ai été dans une position, je ne suis plus dans la position, et ce serait égoïste de ma part, et ce serait anti-pays de ma part de vouloir défendre ma petite patate, alors qu'il y a des problèmes sérieux à résoudre aujourd'hui où les autorités actuelles ont besoin de la compréhension du support de tous pour réussir. Mais, on apprécie la réponse, on apprécie le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Dans un premier temps, dites merci à Jerry, de notre part, l'ambassadeur Jerry Baril, qui nous a aidés dans la collaboration. Il va continuer à collaborer avec nous à l'émission Montréal Pluriel. On prend le temps de vous remercier d'avoir fait cette entrevue avec nous à Montréal. Je considère qu'il y a matière pour faire 2, 3, 4, même 5 autres entrevues avec vous. Donc, le micro de Montréal, la plateforme de Montréal Pluriel vous est ouverte. Quand vous voulez parler à la population de Montréal directement, vous nous faites signe et on vous sollicitera, bien entendu, quand il sera important d'avoir votre opinion. Donc, sur ce... Je vous remercie, ça a été vraiment très enrichissant de ma part. Ça a été extraordinaire de pouvoir communiquer en direct pour la première fois depuis ma démission avec les Haïtiens et les Canadiens. Exactement. Parce qu'on a fait quand même en français. Exactement. Et c'est la première fois aussi, il faut que je vous dise que c'est la première fois que je fais une interview avec la presse haïtienne de la diaspora en français et non en créole. Donc ça fait encore une nouveauté. Donc on vous remercie beaucoup. C'est très, très apprécié d'avoir pris le temps en cette belle journée pour vous, mais il fait aussi beau à Montréal. Merci encore une fois, Monsieur Laurent Lamotte, ex-premier ministre d'Haïti, qui est venu se joindre à nous. Rendez-vous le 20 mai. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans un premier temps, oui, le rendez-vous est pour le 20 mai. Nous vous avons déjà dit que nous allons en faire la promotion. Nous allons aussi passer les informations à la population de façon générale sur comment communiquer avec vous s'ils veulent soit participer, aider à l'initiative. On va prendre tous ces renseignements-là à travers Jerry et à travers vous pour pouvoir les communiquer un peu plus tard aux auditeurs de l'émission. Encore une fois, merci et excellente fin de journée à vous et à très bientôt. Merci un peu.